Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Il est assez largement question de stratégie ce soir. Je vais également vous en parler. Pas tellement d'innovation, mon poste opinant le fera tout à l'heure, mais dans un cadre un tout petit peu différent. Dans la mesure où j'évolue dans une entreprise qui a une culture d'entreprise familiale très traditionnelle, je préfère donc parler de pérennité. Il s'agit d'une entreprise avec deux volets d'activité très différents, même si elle bosse en étroite collaboration. D'un côté sur le secteur industriel, chimie, pétrochimie et agroalimentaire, et un autre secteur plus traditionnel qui est celui du bâtiment et de l'immobilier privé. Mon propos en quelques mots est de vous dire comment est-ce qu'on peut concilier la tradition et l'adaptation à un environnement économique complexe. Il faut savoir que la famille Torello est une famille d'immigrés nord-italiens maçons qui ont émigré en Suisse au milieu du XIXe siècle. Vous voyez qu'il y a une longue tradition de gestes de bâtisseurs. Je vais également vous présenter quelques outils de management récents tels que la HESSO nous les a enseignés dans notre master, tels que j'ai pu les développer dans mon travail de master. J'ai 50 ans aujourd'hui, je pensais connaître toutes les ficelles du métier. L'entreprise tourne, les processus sont connus et appliqués des collaborateurs. On y a mis des indicateurs au bon endroit. J'espérais donc pouvoir aspirer à ça. Malheureusement, la réalité est tout autre, elle est plutôt celle-ci. Je deviens peut-être un peu paranoïaque, c'est peut-être à la faute à la HSO et à ses bons cours de stratégie. Tout ça pour vous dire que notre entreprise, toutes les entreprises d'ailleurs, évoluent dans un système économique complexe qu'elles ne maîtrisent pas forcément ou de moins en moins. Le modèle théorique est celui-là, avec un environnement qui est fait de 3 sous-systèmes politiques, microéconomiques et macroéconomiques. L'entreprise est au cœur de ce système, un système qui, vous le savez, bouge beaucoup actuellement, avec une dimension supplémentaire qui est celle du temps, celui de la vitesse et de la taille croissante des flux d'informations qui se déversent sur l'entreprise, et en parallèle, celle de l'évolution des technologies de l'information. Dans les faits et en pratique, pour une PME bien intégrée dans le tissu économique valaisan, cela donne la chose suivante. Son environnement politique est celui des caisses sociales qui coûtent de plus en plus cher. Vous le savez, nous avons voté récemment sur la caisse de chômage. Les problèmes d'aménagement du territoire qui sont aujourd'hui de compétences plutôt fédérales que cantonales, avec la lex scolaire qui réduit l'acquisition de biens immobiliers étrangers, ça pose des problèmes dans nos stations. Et également l'ouverture des frontières, avec des opportunités comme l'accès à un marché de main-d'œuvre qui est riche, qui est de bonne qualité à l'extérieur, mais également avec la montée croissante du travail noir. Vous l'avez peut-être vu aujourd'hui, ça a fait la une du Nouvelliste avec ces ouvriers d'une entreprise pris sur un chantier à Colombais au travail noir. C'est un tout petit peu le serpent qui se mord la queue puisque l'immeuble était financé par la SOUVA. Évidemment, ils s'en défendent en prétendant que du point de vue légal, ils ont fait les contrats correctement, conformément à la loi sur les marchés publics. C'est certainement le cas. Je pense que la responsabilité de la SOUVA dans le cas particulier va bien au-delà d'une responsabilité légale, mais d'une responsabilité également éthique et morale. Ces propos n'engagent que moi, c'était mon petit coup de gueule de la soirée. Je pense qu'un entrepreneur digne de ce nom se doit de réagir à ce type de dérive.
L'environnement macroéconomique difficile aussi, le franc suisse qui s'apprécie par rapport à l'euro, ça pose un certain nombre de problèmes aux entreprises exportatrices, un autre tourisme également, bien sûr, les salaires qui en comparaison internationale sont élevés, qui péjorent notre compétitivité, même si la Suisse est aujourd'hui, Dieu soit loué, encore championne du monde de la compétitivité, et également l'ouverture des marchés, qui, pour nos entreprises valaisannes, a pour conséquence une concurrence accrue et une pression sur les prix, avec, comme on l'a vu tout à l'heure, des problèmes de concurrence déloyale. Un environnement microéconomique difficile pour un canton périphérique, à la topographie et au climat qui ne nous facilite pas les choses. Est-ce que j'appellerais le syndrome valaisan? C'est un petit peu le cliché, t'as où les vaches, t'as où les vignes. Le Valaisan est effectivement un terrien avec un fort ancrage dans son cher canton. Ça a un certain avantage parce que ça façonne des cultures d'entreprise solides. Par contre, ça nous donne des entreprises qui sont plutôt orientées sur le marché intérieur, vulnérables parce que les entreprises viennent de l'extérieur et ça leur mange des parts de marché. L'entreprise que je dirige, par exemple, fait à peu près 90% de son chiffre d'affaires sur le marché régional, dont près de 30% chez un seul client. C'est effectivement très confortable d'avoir ses clients fidélisés sur son pas de porte. Par contre, ce type de monoculture économique, en termes de stratégie, est effectivement dangereuse. Alors, pour survivre dans ce modèle socio-économique complexe, il y a des solutions. La paranoïa, qui est un nouvel outil de management stratégique, délicat à utiliser, effectivement, il faudra songer à introduire dans l'organigramme de l'entreprise un psy. Le postulat n'est pas de moi, il est de Andrew Grove, qui est l'ancien manager de Intel, leader mondial des microprocesseurs. Qu'est-ce qu'il nous dit ? La première responsabilité du manager consiste à constamment assurer la garde contre toutes les attaques que peut subir l'entreprise et d'inculquer cette culture à tous les collaborateurs. Vous devez planifier votre activité comme celle d'une caserne de pompiers qui ne peuvent prévoir le lieu et l'heure du prochain incendie. Il vous appartient donc de former une équipe réactive et efficace, capable de répondre à toutes les situations, planifiées ou totalement inattendues. En pratique, pour une PME ou pour une plus grande entreprise, il s'agit d'adapter son mode d'organisation. Dans le cas particulier, j'ai donc pris le temps de modéliser le fonctionnement de notre entreprise de façon à lui faire subir ce qu'on appelle aujourd'hui un crash test. L'outil que je vous propose, c'est un modèle de business model développé par Pigneur Osterwalder. Alexandre Osterwalder est un docteur en économie de HEC Genève, sauf erreur, qui enseigne actuellement aux États-Unis. Ce business model, il y en a certainement d'autres. Celui-ci modélise l'entreprise sous forme de 11 blocs. À la base, une structure de coûts et une structure de revenus. La structure de coûts qui définit la manière dont notre entreprise, vos entreprises calculent leurs coûts. Et la structure de revenus définit son mode de facturation de ses produits et services. Les partenaires clés dans l'entreprise sont son réseau, évidemment. Les entreprises valaisannes sont quasiment génétiquement profilées pour réseauter. Le seul petit problème que j'y vois, c'est que ce réseau est presque exclusivement limité au réseau 027. C'est un désavantage concurrentiel qu'il faut ne pas oublier. Les activités de l'entreprise sont son savoir-faire, son cœur de métier. Ses ressources clés définissent ses ressources humaines, financières et celles de son management. La proposition de valeur qui est au cœur de ce business model
définit son mix de produits et services qui la rend unique aux yeux de ses clients. Les relations clients très importantes puisqu'elles sont son image de marque. Et les canaux d'acquisition définissent la manière dont elle démarche ses clients. Avec en particulier aujourd'hui ces médias qui sont de plus en plus importants, les médias électroniques, le web, et les réseaux sociaux qui sont de plus en plus utilisés pour faire de l'acquisition de clients. Et pour terminer, le segment de clientèle qui ici est assez réduit pour une PME. Voilà un petit peu ce business model. Il est évident que ces 11 blocs sont interdépendants, ce qui permet de faire des simulations, simuler par exemple une crise de liquidité et voir quelle est l'influence de cette crise de liquidité dans l'entreprise pour les différents autres blocs. Le but étant de faire subir à l'entreprise un test, un crash test. Il y a différentes manières de le faire. Une des plus classiques est celle de l'analyse SWOT, celle que certains d'entre vous connaissent déjà. Qui parle des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces sur l'entreprise. Ces 4 critères sont appliqués au bloc complet du business model de façon à voir si le business model de l'entreprise est suffisamment robuste. On peut en tirer une stratégie. La stratégie idéale pour une entreprise, c'est celle-là, évidemment. Les concurrents sont tenus à distance, la vision est dégagée sur les marchés sur le long terme. Il fait tellement beau que les clients montent à bord de façon tout à fait spontanée pour faire un beau voyage avec l'entreprise. La stratégie classique du marketing pour y parvenir procède par segmentation. Il s'agit évidemment d'occuper des niches de marché attractives et rémunératrices. Ce type de stratégie est souvent difficile à appliquer pour une PME avec un chiffre d'affaires réduit, particulièrement dans une région périphérique. Cette entreprise a besoin de tous les clients. Il est difficile d'en écarter a priori, sachant qu'on risque d'en avoir besoin un peu plus tard. L'autre manière de procéder par différenciation. C'est la fameuse stratégie Océan Bleu dont certains parmi vous ont entendu parler. À votre gauche, la concurrence. Une boîte de conserve avec beaucoup de sardines qui n'ont pas beaucoup de place, malheureusement. D'ailleurs, elles sont mortes. À votre droite, une vision d'Éden. En résumé, la stratégie Océan Bleu a pour but de créer de nouveaux marchés par une différenciation fondamentale, à l'opposé de la vive compétition sur les segments de marché classiques. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais peut-être vous donner un seul exemple. Le canton du Valais a des entreprises exceptionnelles, remarquables. Je voudrais citer l'une d'elles. On n'entend pas beaucoup parler, elle ne fait pas beaucoup de bruit, pourtant elle est assez remarquable. C'est l'entreprise d'ébénisterie Daniel Fournier à Martigny. Le patron a défini son entreprise comme le couturier des intérieurs. C'est un ébéniste qui fabrique des meubles. Mais il s'agit de la très haute couture, puisque cette entreprise a parmi ses clients dans les banques Morgan Stanley, Merrill Lynch. Parmi les grandes entreprises, c'est Renault, Richemont International, Nespresso, les horlogers Piaget, Vacheron, dans l'hôtellerie, le Beau Rivage à Lausanne, l'hôtel Adrien à Verbier, j'en passe. C'est donc la preuve que même avec un métier de base où la concurrence est forte, on peut également trouver des espaces de marché où on peut grandir et croître. Chacun doit trouver sa stratégie Océan Bleu. C'est pas forcément facile. La question est pourtant simple au départ. À quoi est-ce que l'entreprise est utile? Pour faire plaisir à mon ami du commun, quel est l'essentiel de l'entreprise?
À quoi mon entreprise est-elle utile? Ce que j'ai pu en tirer de particulier, c'est que mon autre entreprise est utile pour faire passer les gestes des bâtisseurs en les faisant évoluer selon le goût des clients et le progrès de la technologie des matériaux. L'exemple que vous avez là, c'est un projet en cours au Lausanne Palace. Il s'agit de créer une salle de réception dans les sous-sols, de lui donner une apparence de cave vigneronne. Il s'agit de tout créer de zéro. Les voûtes sont fausses, il s'agit de bois et d'acier. Les pierres sont également des pierres reconstituées qu'il s'agit de coller en faisant en sorte que ce mariage ne tombe pas sur les VIP qui vont utiliser ces locaux. Cela nous pose des problèmes technologiques qui sont un tout petit peu nouveaux. Il y a des risques à prendre, mais je suppose que c'est le prix à payer pour la croissance. Je suis convaincu que c'est le prix à payer pour la croissance et la pérennité. Pérenniser une entreprise, c'est également une affaire de valeurs. Des valeurs sonnantes et trébuchantes, évidemment, mais il y en a d'autres, des valeurs éthiques, des valeurs humaines, spirituelles, et j'oserais même dire chrétiennes dans notre canton du Valais. Si je vous dis ça, c'est parce que je vais vous parler d'une autre entreprise qui est unique, en Europe en tout cas. Cette entreprise est une véritable entreprise avec des clients, des centaines de clients, des dizaines de collaborateurs. Une entreprise qui a un CIO qui est un père abbé, un directeur commercial qui est parmi nous qui s'appelle le procureur. Cette entreprise a un business model vieux de 1500 ans. C'est absolument remarquable, vous l'aurez reconnu, il s'agit de l'abbaye de Saint-Maurice, qui va fêter ses 1500 ans dans quelques années. Une entreprise qui, comme toutes les autres, vit des crises, une crise des vocations en particulier. Un des chanoines avait été interrogé à ce sujet, on lui avait demandé si l'entreprise ou si l'abbaye allait survivre à cette crise des vocations. Il a simplement répondu « L'entreprise survivra tant qu'elle sera utile aux hommes ». Alors à chacun de vous de trouver ce qui est utile à vos clients dans vos entreprises. À titre de synthèse, une définition un peu atypique de l'entrepreneur, aussi atypique que celle qu'il l'a écrite. L'entrepreneur doit retrouver la fantaisie originelle qui est en lui. C'est un artiste, il crée des choses, des produits, des nouvelles richesses, des places de travail, il surmonte les obstacles, c'est cela qui le motive. Il n'est pas intéressé par l'obtention d'un revenu immédiat. C'est quelqu'un qui admire la beauté et la culture, qui motive, qui refuse la domination de la finance sur l'industrie, qui passe très vite de la théorie à la pratique et à la réalisation. Il a dit en 10 secondes, ce qu'il m'a fallu plus de 10 minutes pour le dire, cet homme est un géant, quelqu'un de remarquable. Je vais conclure là-dessus. Je voudrais, avec vous, lui faire un modeste hommage. Il est décédé en juin dernier, Monsieur Nicolas Hayek. Et je conclurai là-dessus.